Boissy-Oran est une ville remarquable qui nous a tous touchés et continue encore aujourd'hui à être le phare de l'Algérie nouvelle. Il ne faut pas oublier qu'elle bénéficie d'un atout inestimable, son environnement. Dans cet ordre d'idées, la corniche oranaise joue un rôle fondamental. Si la côte est est plutôt rocheuse et offre des fonds splendides pour la pêche sous-marine et la pêche tout court, au pied de la montagne des Lions, la côte ouest est la plus fréquentée grâce à ses magnifiques plages de sable fin. Officiellement, pour l'état civil français, le premier enfant né à Mers-el-Kébir a été déclaré le 9 septembre 1840. Il s'agit de Jean-Baptiste Aubert, fils de Pierre-Joseph Honoré, boulanger, et de Honorine Adélaïde Barthélemy. On avait la montagne au sud, on voulait aller se promener, on avait le Santan et puis la route des Crêtes qui était à 550 mètres je crois, et l'autre à 650 mètres. Et si on voulait se baigner, on avait qu'à se tourner vers le nord, on traversait la route, on descendait au petit port de pêche et on pouvait se baigner à 100 mètres à vol d'oiseau. On avait tout. Dans le jardin du couvent, au mois de juillet, se tenaient des kermesses. Il était de coutume chez les jeunes de récupérer des bouteilles vides auprès des habitants du village et de faire la tournée des coopératives dans le but de vendre le vin à la buvette.
Dans cette maison vivaient entre autres les familles Bottella et Garguilo. Ok, alors là, vous voyez, c'est des anneaux dans lesquels on mettait des cordes pour créer des cours de récréation, vu que les cours des écoles ne pouvaient contenir tous les élèves à l'époque. Alors on mettait des cordes tout le long de la route pour éviter le passage des voitures, pour que les gosses puissent jouer, quoi. Comment ça s'écrit à La santé, A2S, A-N-T-E. Ouais, mais ça veut dire que les produits de santé. Ça fait partie. Il y avait la cour, il y avait plein de familles, il y avait au moins une dizaine de familles. C'est pour ça que j'ai cette culture, cette partie d'école là, à partir de là. Telle qu'elle était là, hein, avec les bougainvilliers, tout ça là. L'école de garçons, il y avait deux écoles. L'école
qui était, on appelait ça l'école du marché, puisqu'elle était située au-dessus du marché, et l'annexe qu'on appelait l'école du dispensaire, puisqu'elle était située juste en face du dispensaire. Il y avait M. Avargues, M. Saffer, M. Dubois, c'était les trois qui étaient en dernier, quoi. En haut, on a René Estruc, Henri Lucas, Guy Lorenzo, Michel Scotto d'Ardino, mon cousin, un autre Michel Scotto di Vettimo, Dédé Asquette. Bon, je veux dire, c'était pour qu'il début, il y a de la base. Il y a de la base. La Saint-Michel, ça remonte à nos ancêtres prochidiens de l'île de Procida, en face de Naples. Je vais dire la légende veut que les hordes barbaresques assiégeaient Procida, Naples, etc. Ils étaient à court de munitions, ils ne pouvaient plus se défendre. Ils ont prié Saint-Michel. Saint-Michel est arrivé avec sa troupe d'anges et a repoussé les barbaresques. Et c'est même bien précis puisque c'est arrivé un 8 mai, la date je ne pourrais pas vous la dire exactement, mais c'est arrivé un 8 mai. C'est pour ça qu'à Procida, la procession se fait le 8 mai. À Mazal-Kébir, les Prochidiens, tous les vieux pêcheurs, dont mon grand-père, sont arrivés avec leur tradition. Et le 8 mai, ils faisaient la procession. Des circonstances ont fait qu'ils ne pouvaient plus la faire le 8 mai, donc ça s'est transposé au dimanche le plus proche du 29 septembre, qui est la Saint-Michel, le 29 septembre. Ma grand-mère donc habitait en face de l'église, une petite maison où elle vivait là toute seule, et était connue de tout le village. Elle était veuve? Elle était veuve depuis longtemps, oui. Mon grand-père avait été blessé à la guerre de 14 et il est décédé peu de temps après, donc elle est restée veuve assez jeune. Après la messe, ma grand-mère habitait en face de l'église et chaque dimanche on franchissait rapidement la rue pour arriver chez la grand-mère parce que le dimanche on avait le droit à l'argent de poche et ma grand-mère faisait exprès d'oublier. Et donc on lui réclamait à l'époque en espagnol, on lui disait la paga, la paga. Alors elle nous donnait 20 centimes et on courait vite chez Isabelle, la petite mercière du coin, où on achetait nos bonbons. Ouais, parce que je suis devenu mentalisé pour l'administration. Ça c'est la première gendarmerie.
C'est fermé. C'est quoi la rosace? C'est quoi le Ils ont fait ça. C'est connu parce qu'il y avait des... Je suis né dans la chambre de mes parents et on n'a pas quitté l'appartement jusqu'à l'indépendance. Mais dans quel quartier de la ville vous habitiez? Au centre-ville, sur le grand boulevard, boulevard Général de Gaulle, mes parents avaient un bar, le bar Baptiste, qui était situé entre la Giolomina et la pâtisserie Martinez. Précisez la Giolomina, c'est quoi? La Giolomina, c'était un surnom. À Kébir, tout le monde avait des surnoms. On demandait monsieur ou madame, qui est-ce? Ah oui, on l'appelle comme ça. Ah, mais il fallait le dire de suite. Là, on connaissait plus les gens pratiquement par leur surnom que par leur nom de famille. Ce bar, il y avait du monde. Il y avait du monde dans tous les bars. Depuis le Vieux-Port jusqu'à Sainte-Clotilde, il y en avait 18 de bars, dont certains étaient même mitoyens. Et le dimanche après la messe, il y avait les hommes qui faisaient ce qu'on appelait le chemin de croix, c'est-à-dire qu'ils faisaient tous les bars. La salle des fêtes, c'était la salle du cinéma. C'était le cinéma La Marsa. À peu près tout avait le pronom La Marsa là-bas. Qu'est-ce que ça voulait dire au fait, la Marsa? La Marsa, ça veut dire le port. Avec Cadour qui nous passait des bobines qui étaient intercalées. Il fallait suivre, c'était un truc, c'était vraiment le cinéma Paradisio, c'était rien à côté. C'est-à-dire qu'il intercalait des choses? Ah oui, il passait la bobine 1, la bobine 4, la bobine 3, la bobine 2, la bobine 5 à la suite. Il fallait vraiment faire un effort d'imagination pour pouvoir suivre le film. C'était un truc terrible. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'on avait, avant chaque début de séance, il y avait la musique, c'était la danse du sabre. Ça annonçait que la séance allait commencer. Ça, c'était quelque chose qui m'est resté gravé. Kébir, c'était connu, le bar Marie, ça c'est le bar Spiano. Je m'en souviens encore pourtant, il y a très longtemps. Alors je n'avais que 6 ans. Chaque jour il venait de très loin de bon matin. Il avait fait un long chemin. L'eau qu'on avait n'était pas de bonne qualité. Pour mieux il fallait bien monter. Là tout là-haut à la bonne source que l'on avait, la Fonteta on l'appelait. En Rournous, on est là-bas. De la montagne il descendait, fidèle au rendez-vous par tous les temps. La droguerie Cove est ouverte 7 jours sur 7. Après l'école, le jeudi ou pendant les vacances, Nicole descend à la droguerie aider son grand-père. Elle tient la caisse, sert des cigarettes Bastos, des hameçons, des jouets pour la plage, du mastic, de la chaux, de la peinture. D'ailleurs, devant le magasin, il y a 2 bancs, peints de différentes couleurs, avec l'inscription au milieu « Nove Maille ». Dans le magasin, si elle lève la tête, Nicole voit des paniers, des ballons. Dans les vitrines, on découvre des produits de beauté, différents bibelots, ainsi que de gros escargots peints par son grand-père. 60 ans. Pourquoi maintenant je me pose autant de questions? Sûrement mon âge a ses raisons pour nous apporter cette eau que l'on a
là où il fallait bien aller, pour évoquer ce grand cadeau qu'il nous faisait. De dire Moussa, il suffisait. En Burnous, en là-bas, de la montagne il descendait, fidèle au rendez-vous par tous les temps, sur son guitare trottinant. La précieuse eau qu'il nous a donnée, dans des bonbonnes il la mettait. De son visage plus rien, je m'en souviens pas, seulement qu'il s'appelait Moussa. Qui profite. Tous les jeunes, l'âge de 6 ans, jouent dans les rues. Et je m'étais fait remarquer par un curé, mais j'avais 12-13 ans. Et j'ai joué au patronage. Parce que j'étais intenable. Moi, le gars qui me regardait 2 fois un peu rapidement, c'était la bagarre. Et j'ai été amadoué par le prêtre. Et après, il y a un entraîneur qui m'a vu, le frère au maire de Merzel-Kébir, Maurice Ferrara. Il m'a dit, tu vas jouer dans une équipe. Ça va, oui, mais j'ai pas d'argent pour les tricots, pour les souliers, on te paye tout. Et de là, ma foi, je me suis fait remarquer. Alors, quelles étaient les équipes que vous rencontriez à l'extérieur? Bon, il y avait le début, il y avait le Gallia, il y avait le CDJ, il y avait Saint-Eugène d'Alger, il y avait le Callot, il y avait Belabès. Et l'équipe fanion d'Algérie. Mon goal favori à moi, c'était Joro. Il jouait Mascara. Ah, c'était un phénomène. Et je suis arrivé, enfin, j'avais 16 ans. Je suis arrivé à le détrôner et jouer à la sélection d'Oranie. C'est de là que Joro n'a plus joué. Voilà. Alors voilà comme je m'entraînais. Il y avait le mur, il y avait un bac à sable. Je mettais un élastique à 1m60, je jetais une balle de ping-pong contre le mur et je sautais l'élastique pour aller chercher la balle. Je vois, il y a Saès à l'arrière, Pirot au centre, Rech à gauche, après il y a Chicha, il y a Roméo, le grand Roméo, c'était un des meilleurs stoppeurs d'Algérie. Après il y a son frère Jeannot, après il y a Pirot. Après, il y a, je ne me rappelle plus bien des noms. Il y a Chicha, il y a Pareja et il y a Alba. Voilà. Oui, c'était des jeux qui se faisaient, des jeux d'eau qui se faisaient au stade. Il y avait des courses d'âne, des courses en sac, des courses à l'œuf avec une cuillère et un œuf posé dessus qu'il ne fallait pas perdre, des charrettes qui devaient renverser des seaux d'eau accrochés. Il y avait beaucoup de jeux, des lâchers de lapins dans le stade. Je suis né le 9 avril 1952 à Merzel-Kébir, en Algérie. Quel quartier de Merzel-Kébir? Je suis né dans le quartier qu'on appelle la Joconde. C'est à l'entrée du village, en venant d'Oran, route du stade, et c'est dans la briqueterie Sabot. Mon père travaillait dans cette briqueterie où il était contremaître, et donc nous avions un appartement à l'intérieur de l'usine. Et c'est là que j'ai passé les 10 premières années de ma vie. Alors, il y avait un personnage, mais qui en fait on n'a jamais vu, enfin moi j'ai jamais vu, mais dont on parlait souvent, c'était la patasma. C'était un fantôme qui soi-disant prenait les enfants la nuit. Et alors tous les parents menaçaient les enfants de se faire attraper par la patasma s'ils traînaient la nuit dans le village. Alors évidemment c'était une façon de garder les enfants à la maison, mais on aimait bien braver l'interdit et essayer de la rencontrer. Jamais rencontré, je suppose. Non, jamais rencontré, non.
Je suis né à Aynel-Turk en août 1943, dans le quartier Saint-Germain. Alors parlez-moi de votre quartier. C'était à l'entrée d'Aynel-Turk, sur la droite, à côté du médecin, le docteur Sceaux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'il y avait comme bar autour, comme Aucun. magasin? Alors, nous avions des magasins, des boucheries, magasins d'alimentation, station-service, voire 2, pas plus. Je me souviens tout à fait de la famille Cara, les boulangers, Castagno, les Sola, Alain Soucard, mon copain. Je m'en souviens encore pourtant, il y a très longtemps. Alors je n'avais que 6 ans. Chaque jour il venait de très loin de bon matin. Il avait fait un long chemin. L'eau qu'on avait n'était pas de bonne qualité. Au mieux il fallait bien monter. Là tout là-haut à la bonne source que l'on avait, la fonte état, on l'appelait. Mousse, rongé là-bas, de la montagne il descendait. Fidèle au rendez-vous par tous les temps, sur son petit tas de trottinant. La précieuse eau qui nous a menés dans des bonbons, il la mettait. De son visage plus rien, je m'en souviens pas, seulement qu'il s'appelait Moussa. L'été, le bal, c'était notamment sur la place du village, la place de l'église, là, avec la mairie, tout ça. Donc là, il y avait de très grands orchestres qui venaient. Je crois qu'on a eu, notamment en 1950, pour le centenaire du village, Tony Bennett ou Benny Bennett, je ne sais plus. Enfin, c'était des grands bals, des grands bals, des grands bals. Il y avait les balles de Goussefer aussi, les balles de Rio Salado, qui étaient des grosses soirées. Et puis, l'hiver, on allait danser en bas au Beau Séjour, chez monsieur et madame Florentini. Et là aussi, on a passé de très très bons moments. C'était en bordure de mer. Au cours des années, des bâtiments modernes ont vu le jour, une nouvelle église, une poste, des écoles, une magnifique mairie visible de très loin, avec sa tour et surtout ses horloges, ont été édifiées autour de la place centrale du village. Comme par hasard, aux quatre coins de cette place, des commerces étaient installés. La librairie Agulot, en face la boulangerie Drouin, et à l'angle du boulevard qui montait vers Boussefer, l'épicerie de Madame Martinez. L'église, dans son style et ses couleurs particuliers, est devenue une salle des sports. Alors j'étais à l'école communale des garçons, pour commencer, pendant quelques années, je sais pas... Le primaire, par exemple. Le primaire, oui, le temps que l'école des garçons qui était située vers le cimetière, sur la route de Boussefer, soit construite. Et après, je suis allé à cette école-là, pendant X années aussi. Et puis pour finir, les 3-4 dernières années, je suis allé à l'école de Saint-Augustin, à Bouisseville. Oui, la directrice, me semble-t-il, c'était Madame Pietri. Et de mémoire, son mari devait être garde champêtre. Voilà. D'accord. Et j'ai retrouvé sa fille à la Grande Motte il n'y a pas longtemps. Alors mes études primaires se sont toutes déroulées dans l'école publique d'Aynel-Turk. Et j'ai connu, moi, l'ancienne école. C'était un groupe scolaire où il y avait d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons.
Et un an après avoir quitté cette école pour être passé au lycée, on a fusionné ces deux établissements en un seul qui est devenu une école de filles. Et puis l'école de garçons a été créée à la sortie du village sur la route de Bousfer. Oui, tu as parlé de monsieur et madame Giménez, bien sûr c'était des institutions, mais il y avait monsieur et madame Martinez, il y avait monsieur Gaudry, il y avait monsieur Fortune, il y avait monsieur Rueda, alors voilà, c'est ça, Pietri. Tout à fait, maintenant ça me revient. Monsieur Fortune, je l'ai eu comme instituteur, mais pas à l'école des garçons, dans une petite pièce au-dessus vers Dédé Oui, Amar. c'était l'annexe. Voilà. L'annexe à côté de chez Giorgio Olivares. Voilà, c'est ça. J'ai eu monsieur Fortune en instituteur. Monsieur Gaudry, je l'ai eu. Monsieur Rueda également, puisque monsieur Rueda était le cousin de Daniel Parodi, un très très grand copain. D'accord. Et c'est souvent qu'on se voyait. Tout à fait. مش قدام هذاك الصافي لا La place Vassa, devenue place Boukwirem, conserve son cachet par ses maisons cossues. Beaucoup de nouveaux magasins animent les alentours. La SOTAC est une institution. Je crois qu'aucun Ainel turcois ne peut oublier la SOTAC. C'était le cordon ombilical entre Oran et Ainel Turc. Et cette SOTAC, donc le matin, surtout au départ du matin, était pleine de jeunes qui allaient soit à Saint-Augustin, soit à Merzel-Kébir, soit à Oran. Sinon, la SOTAC, c'était, moi je me rappelle très bien encore des chauffeurs, des contrôleurs. Il y avait Gilles qui était contrôleur et un dénommé Beloufa. Beloufa qui faisait peur, donc il fallait avoir absolument son billet. C'était un grand noir brun, plus ou moins, qui faisait très peur. Il y avait comme chauffeur, je me rappelle, de Lasserie, de Salcedo. Charlot. Oui, Charlot, Salcedo, Lasserie. Sevilla. Sevilla. Il y avait cinq chauffeurs.
centre, l'été, à Hinelturk même, alors, on avait 2-3 cinémas plein air, donc on allait le soir au cinéma, on allait danser dans des nightclubs comme le Whisky à Gogo sur la route des Villas, qui est donc la Villa Santos-Ildes. On allait au Macumba, qui se situait du côté des Andalouses. Le sport, il y avait le football, il y avait les boules, pour ceux qui aimaient. Le foot, ça drainait pas mal de jeunes. Mais ça, c'était l'hiver. L'été, après, il faisait trop chaud. Alors, c'était autre chose. C'était la mer, le ski nautique. Hein. Avec une très belle plage. C'était les oursins, c'était la pêche au harpon, à la fouine, les saules, enfin, voilà, tout ce qu'on faisait l'hiver, quoi. Enfin, l'été, du moins, pardon. D'accord. À perte de vue, l'immense faucille d'or de la plage déroule son long ruban de sable fin sous le soleil brûlant. Sa blancheur contraste par endroits avec des tons couleur de miel différents en fonction des brises marines ou de l'écume des vagues qui vient y mourir avec des reflets changeants. À la nuit, c'est un spectacle féerique. Je m'appelle Barry El Fejir, mais en fait, vous savez, dans ces petits villages en Algérie, on était beaucoup plus connus comme le fils d'eux que par nous-mêmes. Donc j'étais le fils de Garbel. Mon père s'appelait Garbel et c'est comme ça que j'étais connu. Les gens ne savaient pas, ou en tout cas, m'appelaient plutôt fils de Garbel que Barry. Alors, puisqu'on vous appelait fils de Garbel, qu'est-ce que faisait votre père pour être... Bon, non, il n'y a rien de particulier, c'était quelqu'un j'allais dire, de normal. Ouais. Non, mais il avait un magasin, il avait Non, il était dans la maçonnerie et il s'occupait notamment de la gestion du casino de Paradis Plage, mais de l'entretien, de tout ce qui est logistique du casino de Paradis Plage, mais maçon de métier. Alors, le casino Paradis Plage avait la particularité d'être un établissement d'été. Il n'ouvrait que l'été. Donc le reste de l'hiver, mon père avait son métier de maçon et il entretenait ce casino de Paradis Plage. Et vous habitiez donc? Nous habitions dans le casino de Paradis Plage, une annexe qui était réservée aux personnes, c'est-à-dire au directeur de l'hôtel, à l'économe, je crois, et notre appartement. Alors Bouisseville, c'est un village extraordinaire, qui était donc un village situé à l'est d'Ain el-Turk, des plages magnifiques, les plus belles de la commune, bien sûr, on est toujours un peu chauvin, et qui l'été avait une vie extraordinaire. Alors, autant l'hiver était occupé par des femmes de militaires, par des familles de militaires, mais l'été, c'était toute l'Oranie qui déversait dans ce village.
Anciennement Aïn Bousfar, Bousfer est un village situé à 8 km d'Aïn el-Turk et à 17 km d'Oran. Il a été créé en 1850 en face de la base marine de Mers el-Kébir. Le village doit son nom à un ancien marabout enterré route de l'Oued-Did. Les eaux y sont fournies par 3 sources. Il y habitent 106 Français, 278 étrangers et 194 musulmans. Nombre d'entre eux, attirés par le développement de la culture des primeurs, proviennent des communes de Misserguine et de Boutlélis. Le littoral du village est constitué de dunes de sable. Dans les années 40, plus de 2000 hectares de vignes sont plantés et une coopérative commune à Bousfer et à El-Ansor est construite. Dans les terrains sablonneux, la culture du maraîchage se développe, produisant tomates, artichauts, petits pois et haricots.
Bonjour. Bonjour. Bon, ça va? Ça va, j'ai porté. À 8h, c'est le 8h. C'est joli. Après, la question, un peu de c'est comment ça marche. « 1893, une nouvelle commune vient d'être ajoutée au 78 de la province d'Oran. Elle s'appelle réellement les Analous parce que là débarquèrent au bord du golfe compris entre le cap Falcon au nord-est et le cap Linless au nord-ouest les premiers morts chassés d'Andalousie par le roi du très chrétien royaume d'Espagne. La nouvelle municipalité ne prend pas le nom des Andalouses, qui est celui du village de la plage, mais celui d'El Ansor, d'après un village situé à 3 km environ à l'intérieur des terres, à 75 mètres d'altitude, au pied du Ben Sabia, la montagne oranaise, où l'on a correspondu par signaux lumineux avec les Sierras d'Andalousie. El Ansor est un mot arabe qui veut dire les sources abondantes et en effet, il jaillit des eaux vives aux fontaines d'Aïn Sabet qui sont recueillies dans un bassin. Il y a sur le territoire de Fort-Bellevigne près de 1000 hectares ne donnant que du vin rouge. On estime la population à quelques 1800 personnes, dont une majorité d'Espagnols. En 1958, la population était de 3665 habitants. Il y avait une bonne équipe de football. Ah, vous savez, ça, quand on parle du football, ça me chuchote. Parce que j'étais un ancien joueur. Ah, d'accord. Ouais. L'équipe de l'Ansor, comment elle s'appelait l'équipe de l'Ansor? Elle s'appelait le SEA El Ansor, l'Espérance sportive El Ansorienne. Ah, d'accord. Et il y avait des Français qui jouaient? Mais bien sûr, nous on jouait avec les Français. Ah, c'était quel nom les joueurs? Eh ben, il y avait pas.
il y avait Soriano, il y a Pérez, il y a Piat. Voilà, l'entraîneur, on avait un entraîneur, était d'Oran, il s'appelle Picard. Ça a été refait? Non, c'est ancien. D'accord. On va marquer là. On fait beaucoup plus que ça. J'ai fréquenté l'école primaire, quoi, ici au village. À côté de la mairie? Oui. On avait des instituteurs avec un directeur et il y avait l'inspecteur qui, de temps en temps, il venait. Ouais. Comment il s'appelle l'inspecteur? Ah, je ne peux pas vous dire ça, ça vient de l'académie. Et les instituteurs, comment ils s'appelaient? Ben, il y avait le Pélec. Le Pélec, oui. Il y avait Deliol. Deliol, oui. Il y avait, je sais pas moi, il y avait Andréo, il y avait Deliol, il y avait Berger, il y avait Panzani. Le dernier maire, c'était, attends voir, il y avait Monsieur Coste avant, le boiteux. Il était boiteux? Il était boiteux, bon, il n'avait qu'un seul, il était amputé. Une jambe. Voilà. Les colons, il y avait les Penalva. Ah, d'accord. Il y avait Fernandez, Martinez, les Pérez. Ça, c'est les colons. Est-ce qu'il y avait un bar ici? Un bar? Il y avait 6 bars. Ah, bon, Ouais. c'était qui les patrons des bars? Eh ben, le patron, commençons par Despetro, Oui, Comment il s'appelait son bar? Despetro. le bar du soleil. Ah, bon. Le bar Fuentes. Après, il y avait le bar Mazzanini. Il y avait le bar Orengo. Il y avait le bar Scotto. Et on avait aussi la fête nationale, le 14 juillet. Alors, qu'est-ce qui se passait pour le 14 juillet? Ah dans ben, le village c'était bien, on passait trois nuits, que de l'ambiance, ouais, les balles, tout ouvert, les bistrots. Quoi, Bah oui, l'apéro, l'anisette, le riz. Ah, on a passé de bons moments quand même. Ah oui. Inoubliable, monsieur. Je ne vous le cache pas. Hein. Les souvenirs qu'on garde, les anciennes, c'est les moments où on a joué au foot, on a passé des fêtes, on allait à la plage, on allait à la montagne, au pain. On appelait en espagnol le pinico. Oui, même quand on était en classe, on allait faire des tours. Oui, parce que c'est beau là-haut. Hein. Oui, c'est Vous avez été? Non, pas encore, mais ça se voit.
Les Andalouses est un site comprenant quelques fermes isolées où vivent 84 Français, 78 étrangers et 948 Arabes. Les plages des Andalouses étaient réputées, on y venait de toute leur année.